Et puis donner la parole ensuite à Jocelyne, ici présente, qui représente la ville de Montceau-les-Mines et qui est la représente de la vie de la culture à Montceau-les-Mines. On a souvent collaboré ces derniers temps sur le thème du canal, puisque le canal passe devant. Pendant la journée du patrimoine, qui était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en septembre, la ville de Monceau a décidé, Jocelyne a pris la décision de mettre l'accent sur le canal du Centre, comme étant le patrimoine de Montceau-les-Mines et de la région, parce que ça va de Châlons à Digoin. Et donc on avait décidé de faire une petite animation le jour de cette journée du patrimoine, avec une double causerie par le responsable des voies navigables de France, qui était responsable régional, je crois, de l'Angle, et puis plusieurs films ont été faits par notre ami ici présent, que vous pouvez voir sur YouTube, où on voit comment le canal fonctionne entre Châlons et Digoin, et l'historique a été raconté aussi, comment Louis XVI a décidé de créer ce canal, comment Léonard de Vinci est l'initiateur du canal, les gens ne le savent pas, et c'est pour ça qu'il y a une toile ici qui évoque cette affaire. Léonard de Vinci a vécu à l'époque de François Ier à Amboise, il est mort en France, il est arrivé en France avec la Joconde, et puis, comme il avait fait des canaux du côté de Milan et à Florence, il a voulu aider le roi de France, François Ier, à faire des canaux en France. Et il a dit, montrez-moi les plans fluviaux du coin. Et il a dit, mais là, entre la Loire et la Saône, c'est pas très loin, vous faire un canal. Si vous faites ce canal, ça vous évitera de passer par Gibraltar pour aller de la Méditerranée à l'Atlantique. Et il a eu l'idée, donc c'est lui qui a inventé le canal. Ben, il ne l'a pas fait. Hein. François Ier a trouvé que c'était trop cher, il a laissé tomber. Mais Louis XVI va reprendre le projet au moment même où il démarre les fonderies royales du Creusot et les cristalleries de la Reine. Mais pour acheminer la fonderie royale, c'est de fabriquer des canons pour la marine, aussi bien côté Atlantique que Méditerranée. Et pour acheminer ces canons, il fallait pouvoir les transporter, donc le canal était nécessaire. Et la même année où il a décidé de créer les fonderies royales, il a lancé le projet du canal du Centre, qui avait déjà été travaillé pendant 15 ans par Émilien Gauthier, qui est un Chalonnais, qui avait été architecte, mais aussi ingénieur dans le domaine des ponts et chaussées. Et cet homme, Émilien Gauthier, c'est lui qui aura la charge, par Louis XVI, de construire ce canal. Alors il va, pendant 5 ans, le faire sous l'autorité de Louis XVI. Et puis, vous connaissez l'histoire de France. Louis XVI va quitter le pouvoir, un peu brutalement. Et puis, le régime suivant va continuer encore pendant 5 ans. Et le canal va mettre 10 ans à être construit. Et c'est une aventure humaine extraordinaire quand on y réfléchit. Hein. Ils ont attaqué ça avec des pioches et des pelles, hein, de Digoin à Châlons. Alors, je ne vous raconte pas tout parce qu'il y a une conférence, mais c'est intéressant. Et vous pouvez voir dans les films de Jackie Nuguet, sur YouTube, on peut raconter ça. Et naturellement, on a décidé, avec Jocelyne et Jackie, de faire quelque chose aussi avec la peinture. Donc, dans certains des plans, on me voit en train de faire des croquis le long du canal ici, mais aussi à Chély-les-Maranges, un petit peu partout. Et de là sont nés des tableaux qui sont exposés chez Chély-les-Maranges et là-bas. Il y a une vue de Centenay du canal, le pont Levant, il y a pas mal de clins d'œil, et même notre affiche, celle que vous avez sur les murs de la galerie à l'extérieur, et l'original étant dedans, c'est le canal du Centre à Saint-Léger-sur-Deûne. Saint-Léger-sur-Deûne, c'est les vignes, c'est mon pays, moi je suis né à Couches, donc je connais Saint-Léger-sur-Deûne depuis mon enfance, et j'ai toujours admiré la beauté du canal à Saint-Léger-sur-Deûne.
l'église passant, le canal passant près de l'église. Hein. Donc on a un peu comme à Monceau. Hein. Il y a un petit clin d'œil sur le dos de ce panneau, vous verrez une vue de Monceau avec la mairie et le canal. Monceau finalement est au bord de l'eau et curieusement la nouvelle Gibraltar. Si on considère que le canal permet d'éviter Gibraltar, on passe à Monceau. Donc Monceau c'est Gibraltar. Vous voyez, c'est quand même sympa. Alors, je voulais juste aussi évoquer l'ensemble de l'expo que vous découvrez. La plupart des tableaux sont récents, c'est des tableaux nés dans l'année qui vient de s'écouler, puisque tous les ans nous faisons une exposition en décembre en présentant les nouvelles toiles. On a ressorti quand même des toiles plus anciennes, comme les paysages de Provence et de Bretagne. Il y a longtemps que j'y suis pas allé, mais je trouve intéressant de montrer la diversité de la France, avec les paysages magnifiques, des lavandes, des bords de mer, et la Bourgogne bien sûr présente. Il y a des sujets sur la vigne du côté de Beaune, etc. Et puis je voulais aussi évoquer les villes américaines. Il y en a très peu, il y a juste une toile ici. Le Tibet. Sachez que la prochaine expo que je ferai en été prochain se déroulera dans le temple bouddhiste de la Boulay. Et nous avons fait l'été dernier une exposition dans une église romane à Saint-Eugène, avec que des tableaux sur le thème chrétien. Et là, bien sûr, dans le cadre du bouddhisme tibétain, ce ne sont des tableaux que sur des sujets bouddhistes, et essentiellement sur le Tibet et le sikhisme. Ça me permet d'ouvrir une petite fenêtre un peu spirituelle. La peinture, c'est d'abord l'art de la beauté, c'est ce qu'on cherche, tous les peintres, sauf peut-être dans l'art contemporain, mais c'est une autre affaire. Dans la plupart des démarches picturales, que ce soit les peintres, les musiciens ou les poètes ou les écrivains, on cherche à capter la beauté. La beauté, la bonté, la béatitude. Et en réalité, quand on peint, quand on fait de la musique, ou quand on écrit de la poésie, il y a l'inspiration. Et l'inspiration, c'est un domaine qui est de l'ordre du transcendant. C'est-à-dire, on quitte sa personne, son ego, ses habitudes, pour entrer dans un temps qui n'est plus le temps normal, qui est un temps qui touche l'éternité. Un artiste très inspiré s'oublie lui-même, et au moment de la création, il entre dans un champ de conscience qu'on pourrait dire contemplatif. C'est-à-dire, en fait, muni de son art, des outils de son art, que ce soit un instrument de musique, une plume avec du papier ou des pinceaux avec de la couleur, nous maîtrisant la technique, on est capable, si la grâce vient, d'entrer dans un champ de conscience qui n'est pas le champ de conscience habituel, qui est d'un ordre, on va dire, non duel, contemplatif, où on s'oublie soi-même et où l'ego disparaît en partie. Alors, ce n'est pas toujours le cas, on peut quelquefois rester très prisonnier de son ego, mais un artiste inspiré, normalement, il arrive dans sa pratique artistique même, c'est presque une pratique spirituelle, si vous voulez. À partir du moment où tous les jours, pendant des heures et des heures, vous enchaînez des moments de peinture, où vous êtes devenu, entré dans une intériorité, eh bien, vous nourrissez la toile, ou la musique, ou le poème, de votre inspiration, et vous captez des moments d'éternité intérieure qui peuvent se ressentir dans le tableau. Et le but de l'art, c'est de donner une nourriture spirituelle à travers de la beauté qu'on peut refléter dans une œuvre, et ça permet aux gens qui ont soif d'absolu d'en découvrir une parcelle à travers la communion qu'il peut y avoir dans une peinture, dans un poème, dans une musique. Et cette communion nous nourrit intérieurement parce qu'elle nous introduit, nous-mêmes spectateurs, à la contemplation, c'est-à-dire à notre vraie nature. Nous ne sommes pas que ce corps, nous ne sommes pas que cet ego qui quelquefois est encombrant. Nous avons une dimension spirituelle profonde
qui est notre nature ultime. Tous les grands maîtres de toutes les traditions en parlent sous des vocables différents. Dans le bouddhisme, on dit tous les êtres ont la nature de Bouddha, mais ils ne le savent pas, il faut qu'ils le découvrent. Dans la tradition chrétienne, le royaume des cieux est en nous, mais on ne le sait pas, et on doit le découvrir. Et pour le découvrir, il faut pratiquer les religions, quelles qu'elles soient, elles sont toutes valables, et toutes nous emmènent vers cet état de conscience supérieur où nous découvrons la paix, la joie, l'amour du Dieu en termes chrétiens ou en termes musulmans, et l'amour de la vacuité et de la béatitude en termes bouddhistes. Et généralement, cet éveil spirituel s'accompagne d'une découverte profonde de la compassion qu'on a pour tous les êtres. Et à ce moment-là, vous avez l'union de la sagesse et de la compassion, qui est le message bouddhiste par excellence, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui est exactement le même message sous une forme chrétienne ou musulmane. Quand on dit Allah, Ha, c'est l'amour de l'absolu, La, Allah, le deuxième A, c'est l'amour du prochain, et l'amour de la nature, de la création. Vous voyez ? Et répéter le nom de Dieu dans la tradition musulmane, c'est entrer dans ce champ de conscience non duel. Les soufis le pratiquent, pas forcément tous les musulmans, mais les soufis spirituels pratiquent cela. Les bouddhistes qui ont une vraie pratique, voilà un lama qui arrive, donc c'est très bien que nous parlions de bouddhisme. Jean-Paul, lama Jean-Paul, bienvenue. Lama Jean-Paul a fait une retraite de 3 ans. Si vous avez des questions à lui poser sur la nature de l'esprit, il sera beaucoup mieux placé que moi pour vous répondre. Alors, il a beaucoup participé au dialogue interreligieux à Mazille. Je profite un peu de présenter Jean-Paul. À Mazille, vous savez que depuis 15 ans, il y a des réunions entre toutes les religions, entre les chrétiens, notre évêque de Noirrivière, les musulmans, Ahmed Belghazi, les juifs, Michel Waknin, les orthodoxes, les protestants, j'en oublie pas, non. Eh bien, nous nous réunissons depuis 15 ans, une fois par mois à peu près, et il y a des dialogues interreligieux, et on voit, sans faire de syncrétisme, mais on voit que le fond de l'affaire est un peu le même, si vous voulez. Ce que je viens de vous expliquer, c'est que tous les pratiquants sérieux le ressentent. Bien sûr, chaque religion a sa particularité. On doit rester dans sa tradition pour grandir en spiritualité, mais il faut avoir cet esprit d'ouverture, de comprendre que toutes les religions, en fait, nous invitent à cette méditation, contemplation, découvrir notre propre nature, qui, ultimement, ce sera très utile au moment où on va mourir, par exemple, parce que nous sommes tous éphémères et impermanents, et les religions sont là pour nous guider vers ce qui est notre nature profonde et intemporelle, et qui va transcender le temps. Mon cher Jean-Paul, bienvenue. Eu l'immense mission de représenter les bouddhistes français sur France 2, vous pouvez voir ça en replay. Il y a eu toute une émission un dimanche matin dernier où il n'y avait pas toutes les religions égrenées l'une au bout de l'autre, mais l'ensemble, un dialogue interreligieux. Et Sylvie Parizet a été choisie pour être la bouddhiste de service, accompagnée de musulmans. Enfin, tu as un mot là-dessus? Absolument. Il y avait donc en première partie d'émission, tout à fait dans l'esprit de ce que décrit Jean-Claude, une réflexion sur les débats sur la fin de vie et sur les nouvelles lois si cruciales pour nous tous. Et c'était avec les représentants de 7 grandes religions, les 7 grandes religions qui font partie de l'émission du dimanche matin sur France 2 et qui se succèdent. Et une fois par an, elles sont ensemble. Et après cette première partie qui était plus institutionnelle, où on donnait la parole à des chefs religieux, il y a eu une deuxième partie plus intime, plus intimiste, dans laquelle on demandait à des simples pratiquants, comme c'est mon cas, de venir témoigner de ce qu'ils pensaient à travers un thème qui ici avait été choisi cette année, qui était le corps. Mais l'année dernière, le thème, c'était le patrimoine. Et ça rejoint exactement ce que dit Jean-Claude sur l'art,
qui est ce qui peut nous fédérer et nous aider aussi à atteindre en tout cas une réflexion spirituelle. Et c'est vrai que je voudrais juste ajouter que cette ouverture interreligieuse, dans la matinée de France 2, elle est, comme tu viens de le décrire, entre les religions, mais je crois qu'elle va aussi au-delà, c'est-à-dire qu'elle touche les gens qui n'ont pas de religion, qui sont athées, agnostiques et qui évidemment ont les mêmes problématiques. Quand on parlait du corps, du rapport au corps malade, au corps souffrant ou au contraire au corps qui exulte de joie, ou quand on parle de la loi sur la fin de vie, nous sommes dans le même bateau tous. Et donc il faut essayer d'aller vers ce bonheur dont tu parles. Et c'est Alors, cette béatitude. petite chose amusante, vous verrez de nombreux vases qui représentent tantôt un méditant sous son arbre, donc là c'est l'évocation directe de la méditation bouddhiste, et de l'autre côté une église romane. Et si on met quelques liquides là, et si on le serre, c'est la même eau. Excellent. Si Jocelyne veut ajouter quelques paroles, tu l'as bien. Non, merci beaucoup. J'essaierai d'être un petit peu plus brève. Alors, c'est vrai que avec tous ces discours sur la création, sur la réflexion, sur la pensée, ça m'a rappelé un petit peu, je crois que c'est dans le discours de la méthode, je crois, de Descartes, qui dit que si l'homme parle de Dieu, c'est parce qu'il a Dieu en lui. Ouais. Et je pense que si les artistes sont capables de créer, c'est parce qu'ils ont l'art en eux. Et je pense qu'on est ici, en ce moment, dans un lieu où l'art est non seulement à l'intérieur de l'artiste, mais je pense un petit peu aussi dans notre propre esprit. Hein. Donc Jean-Claude a rappelé notre travail en commun lors des Journées du patrimoine, puisque tous les ans, il y a ce qu'on appelle les Journées européennes du patrimoine au mois de septembre. Et bien entendu, au début, les premières années, on a travaillé sur la mine, les vestiges de la mine et tout, mais il arrive un moment où ça ne suffit plus, et puis surtout, ça ne résume pas entièrement la ville de Monceau. Même si c'est extrêmement important, ça ne résume pas entièrement. Alors, par exemple, il y a 2 ans, j'avais demandé à une dame qui a un jardin absolument inouï. Je crois qu'on ne s'imagine pas un jardin comme ça à Monceau-les-Mines. Un jardin simple, hein, sans excès, qu'elle a conçu elle-même, toute seule, pendant des dizaines d'années. Et c'est tout à fait étonnant et tout à fait inattendu à Monceau-les-Mines. Et puis cette année, donc nous avions déjà échangé et Jean-Claude, bon, il est juste à côté du Follevent, et il aimerait bien qu'on lui donne le nom de Léonard de Vinci. Au Follevent. Oui, c'est ça, le Follevent. Mais je pense que c'est une idée qui a besoin de mûrir parce que pour beaucoup de gens à Monceau, je ne pense pas que ça s'impose tout de suite. Mais j'étais au mois d'octobre, j'étais à Milan. Et je suis allée effectivement dans le quartier des Navigli, oui, qui était donc le quartier des canaux, et ces canaux ont effectivement été conçus par Léonard de Vinci. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit de dire que Léonard de Vinci a pensé qu'il pouvait y avoir un canal entre la Loire et la Saône et a déjà un petit peu réfléchi à tout ça. C'est pas une invention, hein, parce qu'aujourd'hui on pourrait dire si on peut se targuer d'un nom un peu célèbre, alors on tire toute la couverture sur soi, mais je crois que ça a du sens. Alors donc avec Monsieur Delangle, qui est le représentant de VNF, donc Jean-Claude et puis Jackie, nous avons animé un colloque. Donc il y avait un film. J'espère qu'on aura l'occasion. Je ne sais pas si Jackie a prévu de le montrer dans le cadre du festival du Ciné Caméra Club qui aura lieu bientôt. Le 7 décembre. Voilà, donc je pense que peut-être vous participez à cette soirée, à ce gala du Ciné Caméra Club. Je trouve que c'est toujours quand même un travail tout à fait remarquable pour
des gens qui ne sont pas des professionnels. Donc à cette occasion, vous pourrez voir le film qui a été réalisé. Et c'est vrai que ce film, bon, il y a bien sûr un côté technique, c'est évident, mais surtout c'est la mise en valeur des paysages de notre région et puis aussi des constructions, puisqu'on voit par exemple Parelmonial, hein, et puis du travail vu par un artiste peintre. Voilà, donc ça c'est, je crois, ce qui fait l'originalité de ce film qui n'est pas uniquement un documentaire. Donc je vous invite à venir pour cette soirée. Et puis, je crois que la ville de Montceau-les-Mines ne peut que s'enorgueillir d'avoir à la fois une galerie comme celle-ci en centre-ville, parce que je pense qu'avec, on a tout de même quelques touristes ici et que j'en ai rencontré quelques fois et qui étaient contents de venir voir ici, et puis quand même avec une qualité d'œuvre tout à fait supérieure, hein, parce que je pense que c'est d'avoir un univers tellement varié, parce que quelquefois on va aller voir des artistes, mais on a des fois un peu l'impression que c'est un petit peu toujours la même réplique, hein, alors qu'ici c'est tellement différent. Et moi, en ce qui me concerne, je suis toujours assez émue par les perspectives. Parce que quand on imagine que c'est juste une toile et qu'à partir de ça, on crée un univers. Bon, en tout cas, je crois qu'on est très très contents. Je parle ici au nom de la municipalité et surtout du service de la culture. On est quand même très contents d'avoir cette galerie. Et c'est quand même une fierté pour notre ville. Voilà. Merci. Bravo. Peut-être un message à délivrer. Moi, j'aime beaucoup vos couleurs, Ouais. et la façon dont vous nous faites voyager. Donc, continuez de voyager et de nous ramener des pépites. Y compris la Charente. Y compris la Charente et l'île de Ré. Voilà, on est sous la protection de Saint-Michel ici. Ouais, très bien. Alors, Autun là-bas, avec la cathédrale Saint-Lazare et les reliques de Saint-Lazare quand même. Et c'est pas n'importe qui, hein, Saint-Lazare, il faut relire l'histoire religieuse. Et là, Saint-Michel, terrasse le dragon, au sommet de cet édifice, c'est le protecteur de la France. On en a besoin. Merci de continuer à partager le verre de l'amitié.